partageons beaucoup d'informations, nous nous envoyons beaucoup de messages. Hashtag Biomimexpo hein, pour les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup d'équipements numériques, divers et variés. On pourrait même dire on est parti dans une course aux armements numériques. C'est évidemment très consommateur de ressources et très consommateur d'énergie. On a l'habitude de dire que nous sommes une espèce qui consomme principalement de l'énergie quand le reste du vivant consomme principalement de l'information. Parce que le vivant, lui aussi, probablement beaucoup plus que nous, partage de l'information, partage de la data, stocke de la data. Et donc j'ai beaucoup de plaisir. Alors on va les écouter super attentivement. Moi je vais être un peu accroché aux accoudoirs parce que là on va rentrer dans de la haute voltige. Sur le Big Bang des données, les sidérantes capacités bio-inspirées de stockage et de partage d'informations. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Stéphane Lemaire, Damien Kerlios et Marc Antonini. Merci d'être là. Rebonjour Damien, si vous voulez bien vous asseoir à côté de moi. Rebonjour Stéphane, Marc. Oui, bah, venez tous les deux dans le canapé. Voilà, super, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup d'être là. C'est vrai que c'est un sujet, alors on sait bien qu'il faut nettoyer sa boîte mail, qu'il faut éviter d'envoyer des pièces jointes colossales, etc. Mais avec vous, on va être à un autre niveau. On va parler... Eh bien, tout simplement, évidemment, dans l'esprit du biomimétisme et de Biomimexpo, de la compréhension du vivant, de l'interprétation qu'on peut en faire, des leçons qu'il peut nous donner, parce que, et nous faisons partie du vivant nous-mêmes, nous stockons et nous partageons beaucoup d'informations. Notre cerveau en stocke et en partage beaucoup. On va démarrer avec vous, Stéphane Lemaire, si vous voulez bien. Vous aurez chacun quelques minutes pour dérouler votre propos, parce que c'est important de voir le cheminement de vos travaux de recherche et de développement, mais vous allez discuter entre vous. Je sais que Stéphane et Marc, vous connaissez moins Damien, mais vous allez voir que tout est connecté. C'est un peu facile. Stéphane Lemaire, notamment, vous êtes directeur de recherche CNRS, mais vous êtes aussi cofondateur de Biomemory. Redites-nous un peu ce qu'est cette histoire, qui est de plus en plus une histoire appliquée, de stockage de données sur ADN, et pourquoi penser les choses comme ça permet d'imaginer un vrai gap. Je ne sais pas quel est l'effet, le coefficient multiplicateur de capacité, vous allez nous dire ça un petit peu, sur la consommation d'énergie et la volumétrie des espaces qui sont nécessaires pour stocker sur ADN par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et de nous éclairer. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, le développement de l'intelligence artificielle en particulier, on a besoin de stocker de plus en plus de données. Et on voit que nos besoins de stockage explosent complètement. Donc ce qu'on appelle la datasphère, c'est-à-dire toutes les données numériques mondiales stockées dans tous les data centers, tous les disques durs du monde, toutes les bandes magnétiques, représente aujourd'hui 64 zeta-octets, on compte en zeta-octets. Et un zeta-octet, j'y arrive, je vais vous expliquer ce que ça représente. Aujourd'hui, c'est 64 zeta-octets. On sait qu'en 2025, ce sera 3 fois plus. C'était juste 3 zeta-octets en 2010, donc ça illustre l'explosion de ce besoin de stockage. Alors un zeta-octet, c'est 10 puissance 21 octets, ce qui ne vous donne pas une bonne idée de ce que ça représente, mais pour l'illustrer, si vous voulez télécharger un zeta-octet avec une très bonne connexion Internet, une connexion à fibre optique, il vous faut 2,5 millions d'années. Donc c'est pour illustrer que c'est une quantité gigantesque d'informations. Et parmi toutes ces données, on imagine que toutes ces données sont stockées sur des disques durs et sont accessibles, mais ce n'est pas le cas. La majorité de ces données-là sont des archives. 60% de ces données, 60% des données mondiales sont des archives. C'est ce qu'on appelle des données qu'on appelle just in case ou WORN, write once, read never. C'est les copies de sauvegarde, les backups, les archives des entreprises, les archives des banques, les archives du monde financier, beaucoup de données, les archives de l'industrie, les plans, les archives des mails que vous avez échangés il y a 20 ans, on les a toujours.
même si vous les avez effacées, elles sont quelque part dans un data center. Et la plupart de ces données ne seront jamais lues, parce que 1% des archives sont lues, au cas où, et elles seront pour la plupart jamais effacées. Et ces données, elles ne sont pas stockées sur des disques durs, elles sont stockées sur des bandes magnétiques. Alors, la façon dont on stocke les données aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, les supports classiques, qu'il s'agisse de disques durs, de clés USB, de disques optiques, ils sont fragiles. Leur durée de vie, c'est environ 5 à 7 ans. Vous avez sûrement tous été déjà confrontés à une perte de données liée à un disque dur ou à une clé USB défectueuse. Donc ça illustre la fragilité de ces supports-là. Dans un data center, les disques durs sont remplacés tous les 3 ans. Donc on jette tous les disques durs et on les remplace par des nouveaux supports et on recopie les données sur des nouveaux supports fiables. Tous les combien? 3 ans. 3 ans. Ces données prennent aussi de la place. Aujourd'hui, les data centers mondiaux, c'est un peu moins de 2 fois la surface de Paris. Donc c'est 1/1000e de la surface émergée du globe, ce qui peut être considéré comme assez raisonnable. Mais au rythme actuel, avec les supports dont on dispose, en 2040, ce sera 1/1000e de la surface émergée du globe et non 1/100e, comme c'est indiqué sur l'image. Et troisième et principal problème, c'est que les data centers sont énergivores. Ils consomment aujourd'hui 2% de la consommation électrique mondiale et ils ont une empreinte carbone qui est déjà supérieure à celle de l'aviation civile. Et cet impact, cette consommation d'énergie, est proportionnelle à la quantité de données stockées. Donc si on doit faire x3 d'ici 2025, ça veut dire faire x3 sur la consommation électrique et l'empreinte carbone, ce qui est difficilement envisageable vu le contexte climatique actuel. Donc tout ça pour dire que la façon dont on stocke les données a un impact environnemental catastrophique. Et il existe une autre forme de stockage de données qui n'a pas été inventée par l'homme et qui se perfectionne depuis près de 4 milliards d'années, c'est l'ADN. C'est le support de l'information génétique. C'est ce que les êtres vivants utilisent pour transmettre l'information d'une génération à une autre. Alors l'ADN, c'est cette fameuse double hélice dans laquelle les données sont stockées sur des molécules qu'on appelle des nucléotides, qui sont symbolisées par les 4 lettres A, C, T et G. Donc c'est un stockage, chacune de ces lettres représente 50 atomes, donc c'est ultra dense. C'est des millions de fois plus dense que le meilleur disque dur existant, ou les meilleures clés USB. Ça veut dire que dans chaque cellule de notre corps, il y a, sous forme d'ADN, l'équivalent de 700 mégaoctets de données. Si on prend l'intégralité de l'ADN du corps humain, ça fait 2,7 zétaoctets de données par humain. Ça veut dire qu'on pourrait stocker toutes les données du monde dans l'ADN présent dans 30 personnes à peu près. Nous sommes des disques durs, c'est sympa. Exactement. Et l'ADN a un certain nombre d'avantages, si on veut l'utiliser pour stocker des données. C'est que déjà l'ADN, c'est une molécule ultra stable, c'est un polymère, donc comme le plastique, c'est ultra stable. C'est stable pour des milliers d'années. Vous le savez déjà, puisque vous savez que la police scientifique l'utilise pour résoudre des enquêtes criminelles après même plusieurs années. Ça illustre que l'ADN est stable. Et on a reconstitué des génomes vieux de plus d'1 million d'années, notamment un mammouth vieux de 1,6 million d'années. Deuxième avantage, l'ADN, c'est compact. Si vous voulez stocker les 64 zétaoctets, c'est-à-dire toutes les données du monde sur l'ADN, vous pouvez le stocker dans 142 grammes d'ADN, c'est-à-dire le volume d'une tablette de chocolat. Et troisième avantage, on sait stocker l'ADN à température ambiante sans aucun apport d'énergie. Donc pour toutes ces raisons, on considère que le stockage sur ADN est la meilleure solution dont on dispose pour remplacer une partie de nos stockages, en particulier toutes ces archives qui sont sur bande magnétique, qui doivent être refroidies en permanence, ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie, par un support qui serait éco-responsable et qui en plus serait jamais obsolescent. Si je vous donne aujourd'hui une disquette, vous ne pourrez pas la relire, même en admettant que les données soient encore stables parce que vous n'avez plus de lecteur. Bientôt, vous ne pourrez plus lire ni des CD, ni des DVD parce qu'on n'aura plus de lecteurs. Mais l'ADN, on aura toujours des lecteurs parce que le vivant ne va pas changer de support d'information. Et donc, on aura toujours besoin pour la biologie et la médecine. Donc, quand on veut coder des informations sur ADN, on prend un fichier qui est une suite de succession de 0 et de 1, et puis on le convertit avec des codes plus ou moins compliqués. Donc ça, c'est plus la spécialité de Marc qui est à côté de moi, en une séquence ADN. Et ensuite, on écrit cet ADN, c'est-à-dire on fabrique physiquement la molécule d'ADN. Et pour ça, on utilise aujourd'hui la synthèse chimique d'ADN. Ensuite, on stocke cette molécule. Et ensuite, si on veut relire le fichier, on relie la séquence ADN. Donc on utilise des séquenceurs, les mêmes séquenceurs que ceux qui sont utilisés pour
séquencer les variants du coronavirus, par exemple. Donc on peut lire les informations, pas les modifier. On ne les modifie pas, on les écrit et on les écrit et on peut les consulter, les lire. Donc les séquenceurs modernes aujourd'hui, il y en a un qui est représenté ici, ça fait la taille d'une grosse clé USB, hein, c'est pas des grosses machines comme on pourrait l'imaginer. Donc on peut séquencer n'importe où. En écologie, par exemple, on les utilise pour la technologie existe aujourd'hui, elle est entre guillemets habituelle. Enfin, la technologie de lecture est assez mature, la technologie de l'écriture l'est moins. En fait, pour écrire de l'ADN, on utilise aujourd'hui, on a 2 technologies existantes, la synthèse chimique d'ADN, qui fabrique de l'ADN à partir de ces bases A, C, G et T, mais qui les fabrique à partir de pétrole, parce qu'on ne sait pas fabriquer pour la synthèse, et puis on utilise des solvants organiques assez polluants pour faire ça, et on fabrique des petits fragments d'ADN qui font 200 lettres à peu près, et on en fait des millions pour stocker des données. Il y a une nouvelle technologie qui a été développée en particulier par la société française d'Enascript, qui s'affranchit de ces solvants organiques et qui utilise la synthèse enzymatique. Mais ces 2 technologies ont le problème qu'elles sont très bien pour faire, elles ont un coût acceptable pour faire de la biologie ou de la médecine. Par contre, pour stocker des données, il faut générer des quantités énormes d'ADN et leur coût est supérieur à 1 000 $ le mégaoctet. Attendez, pourquoi il faut générer des quantités énormes d'ADN puisqu'il suffit d'une tablette de chocolat pour... Cette tablette de chocolat représente une quantité d'ADN gigantesque. C'est juste que l'ADN est extrêmement... C'est un stockage vraiment moléculaire, donc on stocke dans des molécules, donc ça prend très peu de place. Et donc cette capacité de production très volumineuse, pour la concentrer, dans la tablette de chocolat, là pour le coup, on n'est pas encore très performant. On n'est pas encore au point où on est capable de générer des volumes capables de stocker des états-octets typiquement. C'est un des objectifs de Biomemory. C'est un des objectifs. Et en fait, chez Biomemory, nous, on pense qu'on a besoin de stocker sur ADN, mais de façon plus performante. Et nous, notre vision, c'est qu'on pourrait non pas utiliser la chimie, mais exploiter le potentiel du vivant pour utiliser donc la biologie pour lever les limitations actuelles du stockage sur ADN. Parce que dans le vivant, il existe, puisque le vivant utilise l'ADN comme support d'information, il existe toutes les technologies pour utiliser cette information, pour le copier, le lire, l'éditer, corriger les erreurs, amplifier le signal. Tout ça, ça existe déjà dans le vivant. Et donc notre stratégie est de domestiquer, c'est-à-dire d'adapter ces technologies pour développer des nouvelles technologies de stockage sur ADN. Et donc, pour résoudre ça, on a créé une nouvelle façon de synthétiser de l'ADN, qui n'est ni chimique ni enzymatique, mais qui est biologique. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser du pétrole pour fabriquer de l'ADN, on utilise de la biomasse, du sucre, des micro-organismes qui vont fabriquer de l'ADN, qu'on va ensuite assembler. Et on ne va pas faire des petits fragments d'ADN, mais des très grandes molécules d'ADN, comme le vivant, comme les chromosomes, pour stocker des données. Et grâce à ce type de technologie, on a le potentiel pour réduire drastiquement le coût de l'écriture et donc rendre le stockage sur ADN accessible. Et le faire avec de l'ADN qui est entièrement biosourcé. Donc on a développé sur cette base-là une technologie qui s'appelle DNA Drive, qui est littéralement un disque dur ADN, qui est un stockage donc ADN qui est bio-inspiré, qui a une capacité illimitée, qui peut utiliser tout type de données informatiques et puis qui est très adapté pour remplacer nos systèmes d'archivage froid. C'est quoi les perspectives et à peu près étalonnées dans le temps? C'est-à-dire que, à votre avis, dans combien de temps on pourrait supprimer 10% des serveurs, 30% des serveurs, 50% des serveurs? L'objectif de la plupart des acteurs du domaine, c'est un déploiement réel en data center d'ici 2030. Donc, il y a encore de la recherche, data, du développement. ADN Center en 2030 Alors, il y a d'autres étapes pour des plus petits volumes, mais pour les états-octets qu'il y a dans les data centers, il faut passer par une échelle d'industrialisation. On ne va pas remplacer du jour au lendemain des disques durs qu'on a mis 70 ans à développer. Donc, il va falloir attendre quelques années. Mais bon, 2030, c'est assez rapide dans le domaine. Et donc, pour illustrer que cette technologie fonctionne, on a fait un projet avec les Archives nationales qui s'appelle la révolution de l'ADN. Et on a décidé de stocker sur ADN des textes fondateurs français
donc la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Donc on l'a encodé sur un DNA drive qu'on a stocké dans ces petites capsules métalliques qui permettent de garder l'ADN pendant des centaines de milliers d'années. Donc on l'a encapsulé et on l'a relu plusieurs fois pour montrer qu'on pouvait ressortir le fichier. Et donc comme l'ADN est ultra compact, on a mis 100 milliards de copies du fichier dans cette petite capsule. J'essaie de la sortir. Je vous avais prévenu. Hein. Et vous sortez la capsule là, de votre poche, c'est ça que vous... Parce que là, voilà, c'est pour la montrer, pour voir la taille que ça fait. Waouh. Vous en avez plusieurs des capsules comme ça? En fait, comme on peut la copier indéfiniment, on en a un certain nombre d'exemplaires. Et donc on a fait la même chose avec un deuxième texte qui est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oui. Texte non institutionnel écrit par Olympe de Gouges en 1791, qu'on a aussi encodé, encapsulé et relié plusieurs fois à 100%. Ça veut dire que ces textes sont désormais sauvegardés pour des dizaines de milliers d'années sans aucun apport d'énergie. Et ils ont été enregistrés bien compris. Ça, c'est vraiment intéressant. On va poursuivre avec Damien Carlioz sur justement le bénéfice énergétique. Je veux bien que vous passiez à Damien. Merci beaucoup. Parce que, alors c'est lié, mais c'est différent. Nous consultons beaucoup de data. Notre cerveau en consulte beaucoup, va en chercher beaucoup. Parfois, on ne les trouve pas immédiatement, mais on est surtout avec une capacité énergétique beaucoup plus intéressante que ce qu'on utilise aujourd'hui dans nos vulgaires ordinateurs. Et vous travaillez notamment là-dessus, sur l'optimisation de la performance énergétique de la consultation de data. Je vous laisse nous présenter ce que vous faites. Merci. Donc effectivement, je vais parler d'un autre sujet qui est très très complémentaire de ce qu'on vient d'écouter, qui est aussi l'accès aux mémoires, mais aux mémoires du quotidien, quoi. Vraiment le type de mémoire qu'on accède sans arrêt quand on fait de la data. Et c'est aussi une problématique vraiment colossale de la consommation énergétique du numérique aujourd'hui. Et pour comprendre un peu, je vais parler surtout de l'intelligence artificielle, qui est vraiment aujourd'hui un des plus gros développements de l'informatique, qui promet énormément d'applications dans notre quotidien. Et bon, je pense que tout le monde a conscience, maintenant l'intelligence artificielle a fait des progrès complètement colossaux. Là, je montre un exemple dont on a pas mal parlé dans les informations ces derniers mois. C'est la société OpenAI aux États-Unis qui a développé cette intelligence artificielle. On lui donne une description de ce qu'on veut, donc par exemple une photo d'un ours grizzly perdu en classe de mathématiques, et cette intelligence artificielle va produire une image qui correspond à ce qu'on a demandé en seulement quelques secondes. Et bon, voilà le résultat. Ou à droite, du même genre, on veut des ours en peluche travaillant sur la recherche en intelligence artificielle sur la Lune dans les années 80. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle arrive en seulement quelques secondes à produire ce genre d'image. On a la Lune et on a les ordis des années 80. C'est ça, il y a tout ce qu'il faut. Et ça marche, hein, moi j'ai un accès à ça, on demande un peu n'importe quoi, et ça fait des images de cette qualité. C'est complètement hallucinant. Donc bon, on ne peut pas dire que ça c'est plus rigolo, mais cette intelligence artificielle va aller de plus en plus dans notre quotidien et avoir des applications assez essentielles. Par exemple, moi personnellement, tous les médecins que je connais à l'hôpital sont en train d'appliquer ce genre de techniques pour les aider dans le diagnostic et dans le traitement des maladies dont ils sont spécialistes. Mais cette intelligence artificielle, elle n'est pas du tout parfaite. Et il y a un problème qui est vraiment très important, qui est la consommation énergétique. Et en fait, pour créer ce genre d'intelligence artificielle, et ensuite pour les faire tourner, on a besoin de quantités d'énergie astronomiques. Donc par exemple, pour créer une IA un peu moderne comme celle-là, c'est vraiment des millions de kilowattheures d'électricité qui sont utilisés. Et ça ne marche pas à tous les coups. Donc ces millions de kilowattheures, il faut les consommer encore et encore et encore. C'est-à-dire des sociétés comme Google, Meta, ces spécialistes de l'IA, ils dépensent des millions de dollars en électricité pour faire tourner l'intelligence artificielle. Et si l'intelligence artificielle va devenir une part importante de nos vies, c'est un problème assez colossal. Et c'est d'autant plus perturbant que nous, on est quand même les rois de l'intelligence. Et notre intelligence, elle tourne sur notre cerveau. Et notre cerveau consomme beaucoup moins. Donc, par plusieurs millions de kilowattheures, en fait, c'est l'énergie qui est consommée par un cerveau humain pendant 20 000 ans. Et en 20 000 ans, on a le temps d'apprendre beaucoup de choses. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose... que pour produire l'image qu'on a vue tout à l'heure,
il faut autant d'énergie que nous pendant 20 000 ans pour réfléchir. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pour apprendre, c'est pour que l'IA apprenne à produire les images. Après, l'IA arrive à produire les images assez rapidement, mais ça reste un problème quand même, parce qu'une fois qu'on a une IA, l'idée c'est de l'utiliser. Et du coup, on a un autre coût énergétique à ce moment qui en vrai est pas aussi spectaculaire que ça, mais qui est aussi très important. Donc c'est vraiment un gros problème, et c'est un problème même, c'est pas uniquement les personnes qui se préoccupent de l'environnement, qui est je pense notre cas à tous, mais même dans l'industrie, c'est un coût tout à fait problématique. Et donc on voit que vraiment, il y a quelque chose de différent. Il y a de l'industrie qui se préoccupe de l'environnement aussi. Oui. Et donc, en fait, la raison de cette différence entre notre cerveau et l'intelligence artificielle, elle a énormément trait à la mémoire. Puisque la manière dont fonctionne un ordinateur aujourd'hui, c'est qu'on a des processeurs qui font vraiment les calculs et on a de la mémoire informatique où on stocke les données. Et dans le principe d'un ordinateur, ces deux entités sont séparées. C'est séparé même physiquement, c'est des endroits différents. Or, quand on fait de calculs, et tout particulièrement d'intelligence artificielle où on a besoin d'énormément de données, les processeurs ont besoin d'interroger la mémoire énormément. Et aller chercher ces données dans la mémoire, c'est un coût informatique, un coût énergétique qui est très élevé. Donc quand on fait de l'intelligence artificielle, en fait, il y a plus de 99% de l'énergie, c'est à aller chercher ces informations dans la mémoire, exactement. Et c'est pas très satisfaisant, en fait, de dépenser tout cet argent, toute cette électricité, juste pour déplacer la donnée, pas en faire quelque chose. Et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, même pas du tout. Puisque la manière dont fonctionne le cerveau, d'une manière extrêmement schématique, honteusement schématique, c'est qu'on a des neurones, qui sont donc des cellules, qui font en quelque sorte les calculs dans notre cerveau, et ces neurones sont connectés par des synapses, et ces synapses portent la mémoire à long terme du cerveau. Et donc, comme j'ai voulu représenter un peu dans mon petit dessin, les synapses sont exactement entre les neurones. S'il y a deux neurones qui sont connectés, la synapse qui dit la manière dont ils sont connectés, elle est juste là. On n'a pas un morceau du cerveau avec toute la mémoire, un morceau du cerveau avec tous les calculs, et les deux qui ont échangé de l'information lointaine. L'information dont on a besoin, elle est vraiment juste là où on a besoin. Des boucles locales, c'est tout ça. le temps. Oui, on retrouve comme dans la présentation sur l'urbanisme. Et d'ailleurs, dans le cerveau, en fait, il y a énormément plus de synapses que de neurones. Donc c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de définir le cerveau comme une sorte d'énorme mémoire qui fait des calculs en plein milieu. Et donc, évidemment, on cherche à s'inspirer de ça pour l'électronique. Mais le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'on n'avait pas une mémoire qui ressemble vraiment à cette mémoire du cerveau qu'on peut vraiment mélanger avec le calcul. Et c'est en train de changer. Donc aujourd'hui, on a ces nouvelles technologies qui ont plein de noms, mais là, on va les appeler Memristor, qui sont des technologies d'électronique. Donc là, on n'est pas du tout, on est dans le monde de l'électronique avec des matériaux inorganiques. On n'utilise pas de l'ADN, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment intégrées dans le silicium, qui ressemblent un peu dans l'idée aux synapses de la biologie. Donc une synapse de la biologie, c'est vraiment une sorte de composant avec deux côtés et qui transmet de l'information selon ce qui est mémorisé dans la synapse. Soit elle transmet beaucoup d'informations, soit elle transmet peu l'information. Ces composants Memristor, c'est des petits composants électroniques qui ont un petit peu à peu près la même taille et dont on peut en fait changer la valeur de la résistance électrique. C'est-à-dire qu'ils vont conduire l'électricité plus ou moins selon ce qu'on a programmé dedans. Donc c'est évidemment pas tout à fait la même chose que la biologie qui fonctionne avec des ions, avec des liquides. Là, on est dans le monde solide, le monde des électrons. Mais dans la fonction, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu. Et c'est une technologie qui est en train de vraiment mûrir. Donc par exemple, dans mon laboratoire, on conçoit ce genre de système qui est bio-inspiré. Donc quand on voit la photo, ça ne ressemble pas exactement au cerveau. Mais quand on regarde comment ça fonctionne, en fait, ça ressemble. Puisque la partie qui est vraiment zoomée, dans le transparent, en fait, donc là, le circuit qui est représenté, c'est un circuit qui fait 2 mm de côté, et on zoome, zoom, zoom, et quand on zoome, on voit les fameux Memristor qui apparaissent en bas à droite dans l'image en microscopie. Synapses à vous. C'est ça, exactement. Et tout autour, si vous revenez à l'image qui est tout à gauche, donc là, les petits carrés noirs, c'est là où il y a les synapses, et tout autour, c'est là où il y a des composants électroniques plus traditionnels qui font l'équivalent un peu des neurones. Donc on a vraiment repris cette idée de mélanger la mémoire et les calculs au plus proche.
Et du coup, donc, par exemple, ce système, on peut... Donc c'est vraiment une IA... Démultiplier ces couples. Exactement. Ouais. Et surtout pas mettre toutes les mémoires ensemble. Et donc là, par exemple, cette IA, on peut la programmer pour reconnaître des mouvements. Si on porte un capteur d'accélération, et elle le fait avec 5000 fois d'énergie, le genre de mini-ordinateur qu'on utiliserait pour faire ça. C'est ce que j'allais vous demander, 5000 fois d'économie d'énergie. Donc, mon tout dernier transparent, c'est juste un tout petit peu de perspective. Donc aujourd'hui, on a une situation vraiment, je pense que l'électronique doit changer. C'est-à-dire que la stratégie de l'électronique, l'électronique est vraiment devenue de plus en plus efficace en énergie. Moi, le chiffre que je donne toujours, c'est que faire un calcul aujourd'hui, ça consomme 300 000 fois moins d'énergie que ce qu'on aurait eu besoin dans les années 70 pour faire le même calcul. Donc l'électronique est déjà devenue énormément plus efficace en énergétique qu'elle était. Et la manière dont on l'a fait, c'est vraiment de réduire la taille des composants encore et encore et encore, selon le principe de la loi de Moore, j'ai mis la photo. Et ça, c'est un combat dont malheureusement on arrive à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand on réduit la taille des composants, on gagne presque plus rien en énergie. Et en plus, c'est un combat que l'Europe a assez largement perdu, qui est très largement dominé par les pays que j'ai mis ici, qui est tout particulièrement Taïwan, dont on entend maintenant beaucoup parler. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'électronique doit changer, et c'est vrai que repenser vraiment l'architecture complètement, repenser la place des mémoires, c'est une grosse opportunité. Et donc par exemple aujourd'hui, le gouvernement a mis tout un gros programme qui est piloté par le CNRS et le CEA pour cette réinvention et qui pourrait... Il y a une oui, c'est-à-dire qu'on est sur du gain asymptotique maintenant, en gain en performance énergétique, comme on l'a fait depuis 40-50 ans. Donc il faut changer l'architecture. Il y a une compétition mondiale, puisque vous parlez de Taïwan, sur cette nouvelle architecture. Oui. Tout à fait. C'est vrai que c'est des domaines, il y a seulement quelques années, on était un peu, quand on rencontrait ce genre de choses, on était un peu foufou. Mais alors maintenant, plus du tout. Et c'est vrai que c'est une course mondiale. Donc la France, avec cet outil PEPR, l'Europe ont mis des moyens là-dessus, mais le reste du monde a aussi mis beaucoup de moyens. Donc c'est une course, littéralement. Waouh. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être une réaction de Stéphane ou Marc. Et puis Marc, justement, vous pourrez probablement nous éclairer sur un des grands projets dont vous allez nous parler et sur un petit peu le contexte international pour savoir quelles sont les tendances et comment nous, France, ou nous, Europe, d'ailleurs, je ne sais pas comment on est organisé, on a des choses à dire sur ce terrain-là. Merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je vais vous présenter ici le projet PEPR Molecule Archive. Donc, c'est un projet qui a été financé dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir. Donc, c'est un projet exploratoire sur 7 ans. Donc, la grande flèche verte. Pardon, ouais. Donc voilà, donc c'est le projet Molecule Archive. Donc en fait, c'est un projet interdisciplinaire, donc qui regroupe à la fois des chimistes, des biologistes, des informaticiens, des ingénieurs du traitement de signal, du traitement des images. Et son objectif, c'est de fédérer la recherche en France pour justement créer un système de stockage sur ADN, hein, comme Stéphane en a parlé, donc une chaîne de bout en bout. Alors, bon, Stéphane a présenté un peu quelques exemples. Hein. Donc ici, on fait face, hein, donc je vais reprendre rapidement, mais on fait face à un problème de génération de données et de stockage de données. Donc ici, donc, quelques exemples de données que on génère. Alors moi, j'ai parlé de la France, mais enfin, c'est mondial, hein, donc c'est le même problème de façon mondiale. Donc ces données, en fait, la croissance de la génération de données est exponentielle, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément capable de stocker toutes les données qu'on produit, et donc on est amené à perdre des données, certaines données, donc il faut trier. Et donc la problématique en soi, c'est les supports de stockage, et ça a été dit par Stéphane, donc je ne vais peut-être pas m'attarder sur ce transparent, mais j'ai cité moi l'exemple du Betamax et du VHS, hein, de l'époque. Donc aujourd'hui, on serait peut-être encore capable de lire un vieux film, mais bon, si on a l'appareil qui... Avec un petit grésillement. Voilà, avec un petit... Voilà, c'est pour les nostalgiques un peu des anciennes images. Et en fait, l'ADN, lui, par contre, a cet avantage. Donc, sa formule est inchangée depuis 4 milliards d'années, ce qui veut dire que
dans quelques milliers d'années, on sera encore capable de relire de l'ADN. C'est un support pérenne, donc qui pourra aussi être durer plusieurs années. Le stockage en soi pourra être conservé pendant plusieurs années sans problème. Donc, alors l'objectif, et je pense que c'est un point communément admis, c'est arriver un jour à faire en sorte qu'un data center puisse être stocké sur 1 gramme d'ADN. Oui. Vous faites plaisir. C'est vrai que c'est assez bluffant les équivalences que vous faites, parce que je pense que d'un point de vue théorique, c'est faisable. D'un point de vue théorique, c'est la réalité. Oui. La mise en œuvre derrière est beaucoup plus complexe. Parce que vous imaginez bien que ici, si vous avez stocké votre data center dans 1 gramme d'ADN et que vous voulez retrouver votre image de vacances d'il y a 10 ans, bon, il y a quand même un petit travail à faire pour éviter de tout séquencer, de tout décoder le data center pour retrouver votre donnée. Donc il y a effectivement des aspects à la fois synthèse de la donnée, donc des aspects chimiques ou biochimiques, biologiques, mais aussi tous des aspects un peu qu'on retrouve en informatique, c'est-à-dire les aspects de gestion de base de données, d'adressage de la donnée, comment retrouver les brins d'ADN qui codent le fichier ou les fichiers que je veux retrouver. Donc toute cette partie-là, c'est plutôt, je dirais, de la partie informatique, mais qui est informatique au sens conceptuel, mais qui est très, très fortement liée aux aspects biochimiques, puisque finalement ici, on va devoir, pour retrouver la donnée, faire de l'adressage moléculaire, et donc extraire les brins d'ADN qui correspondent à ma donnée de façon moléculaire. Est-ce que cette phase de consultation de la base de données stockée sur ADN est elle aussi moins énergivore, ou finalement elle est quand même assez énergivore parce que c'est complexe d'aller repérer Alors, aujourd'hui, cette partie-là, moi je ne suis pas spécialiste de ces aspects d'adressage moléculaire, mais ça reste beaucoup d'applications laboratoires. Donc peut-être Stéphane. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut gagner énormément d'énergie sur le stockage, mais si on en consomme beaucoup plus pour aller consulter, oui, ou bien pas, sûr. je sais pas. Donc peut-être que Stéphane, tu as une réponse. Oui, ça consomme de l'énergie d'aller chercher l'information, mais ça ne consomme pas plus d'énergie que de faire tourner un disque dur. L'idée, c'est de le faire pour des données qu'on consulte très peu, moins de 1% de consultation, mais des données qu'on n'a pas besoin de refroidir en particulier. Donc oui, il y a besoin d'énergie pour écrire ou pour lire, mais il n'y a plus besoin d'énergie pour stocker, et c'est ça vraiment le gros avantage. Il faut regarder ça dans le temps, c'est-à-dire l'empreinte carbone dans le temps, et même si au début on a généré on a utilisé l'énergie pour générer la donnée, il faut dire, on a stocké la donnée pour 50 ans, et pendant ces 50 années ou ces 100 années, il n'y a rien, il n'y a pas de consommation énergétique. Le stockage pur et dur n'émet pas. Donc en fait, il faut toujours lisser, il ne faut pas regarder à l'instant T, il faut lisser sur la durée. Et là, on compare, en fait, puisque les coûts ou l'empreinte carbone d'une donnée stockée dans un data center augmente au cours du temps, en fait, donc elle n'est pas constante. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Donc l'objectif du projet Molecular Archive, c'est de fédérer la recherche en France. Donc en France, on a toutes les compétences, on a de nombreux laboratoires spécialistes de synthèse ADN, de chimistes, de synthèse sur polymères non ADN aussi, qui est une partie aussi étudiée par le projet. On a donc des bioinformaticiens, des biologistes, des spécialistes du séquençage, puisque dans la chaîne en fait de stockage, on part d'une donnée binaire qu'il va falloir convertir en données quaternaires, donc comme le schéma que tu as montré. Donc alors c'est pas si simple que ça, on ne fait pas 0,0 égale A, 0,1 égale C, etc. Donc il y a des stratégies de codage très sophistiquées, parce qu'il y a des contraintes en fait au niveau du stockage, de la conversion, puisque on ne peut pas synthétiser tous les mots de code qu'on veut. Donc il va falloir contraindre ces mots de code et les robustifier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends l'exemple toujours du téléphone portable, quand vous communiquez avec une personne au téléphone portable, donc ça passe par un canal radiomobile, et en fait, si ce canal radiomobile il est bruité, il est perturbé, ce qui fait que si votre donnée n'est pas protégée contre cette perturbation, bien votre correspondant ne peut pas vous entendre. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, du codage canal. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le processus de synthèse et de stockage en soi, puisqu'on peut imaginer des dégradations de stockage quand même, et de séquençage, sont sujets à du bruit, introduisent du bruit. Donc ça veut dire, et c'est systématique. Alors, ça veut dire que la donnée que l'on va encoder doit être rendue robuste
à ce bruit en fait de synthèse et de séquençage, et voir aussi bien tous les systèmes de décodage qu'on va mettre en place doivent nettoyer la donnée et retrouver la donnée d'origine. Donc on est sur voilà, ces aspects d'encodage donc en amont de la chaîne. Ensuite, on a les aspects synthèse, stockage, et le jour où on veut relire la donnée, on va faire du séquençage pour lire la donnée. Et c'est là aussi où il y a une grosse difficulté, c'est que les données séquencées, ce sont des millions de brins d'ADN en fait, pour encoder une même donnée, mais ce sont des millions de brins d'ADN qui sont bruités. Et à partir de ces brins, il faut retrouver le brin original sans bruit pour pouvoir décoder la donnée. Donc il y a tout ce traitement, je dirais, de bioinformatique et de décodage robuste en fait, qui doivent être pris en compte. Le mot important probablement sur cette diapo, c'est pluridisciplinaire. Absolument. D'où la chaîne, on voit bien, donc un traitement informatique, théorie de l'information, codage, biochimie, biologie, et puis bioinformatique. Et voilà, donc on est sur tout le panel. Hein. Donc et la difficulté, je dirais, dans ce projet, c'est de faire parler les gens entre eux. Hein. Donc faire parler des chimistes avec des ingénieurs ou des traiteurs de signaux. Voilà, donc c'est la difficulté. Oui, oui. Alors, souvent, quand on provoque le dialogue, ça se passe bien et c'est très créatif. C'est très. Les innovations bio-inspirées sont souvent très, très pluridisciplinaires. Et c'est souvent là où on a de l'innovation de rupture parce qu'on n'a pas les mêmes regards chacun les uns les autres. Ce projet-là, il a été lancé quand et quel est son objectif Le projet démarre là en novembre, donc on a mis en place. Ah, là, tout de suite, là? Oui, il démarre maintenant. Donc en fait, on est passé au concours l'année dernière, et donc la mise en place en fait administrative a pris du temps. Donc on est parmi la première vague de projets exploratoires. Donc je ne savais pas qu'on avait une annonce comme ça, presque en avant-première. Voilà, donc le projet, là, donc, on est prêt à démarrer en novembre. C'est un projet donc, sur 7 ans. Les montants c'est 20 millions d'euros sur 7 ans. Alors ça peut paraître énorme. C'est un petit projet comparé aux autres projets. Donc voilà, il faut voir qu'en face... Donnez-nous un ordre de grandeur par rapport aux autres projets internationaux. Les autres exploratoires ou accélérateurs, c'est plutôt de 50 à 60 millions d'euros. Mais après, c'est relatif aussi parce que le nombre de laboratoires qui participent est beaucoup plus important dans ces projets. Ce type de projet à l'international. Alors, à l'international, effectivement, aujourd'hui, on fait face. Alors, pourquoi faire un projet français, je dirais, sur cette thématique français qui a quand même vocation à aller vers l'Europe, hein, puisque notre objectif dans les 7 ans, c'est de pousser vers un flagship européen. Pourquoi? Mais en face, l'objectif, c'est de garder une souveraineté en fait nationale pour l'archivage des données. On a toutes les compétences pour stocker sur ADN aujourd'hui en France. Donc, pourquoi aller chercher de la technologie à l'étranger, notamment aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, il y a quand même une forte mouvance dans ce sens, et des grands groupes comme Microsoft, que vous connaissez, ou Western Digital, qui est un groupe qui fabrique des disques durs, donc qui sont des leaders mondiaux en fait dans le domaine du stockage, de l'informatique. Des laboratoires, des entreprises comme Twist Bioscience, qui est un leader mondial de la synthèse ADN, ou encore Illumina, qui est un leader mondial du séquençage. Donc on crée une alliance qui regroupe aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'académiques et d'industriels et pousse vers cette technologie. Et il y a des projets aussi nationaux américains donc qui regroupent des laboratoires qui travaillent sur ces thématiques-là. Donc c'est des projets à 50 millions de dollars. Des compagnies comme Twist mettent plusieurs millions de dollars dans leur R&D aujourd'hui pour travailler sur des nouvelles chimies de synthèse et accélérer donc la synthèse. Donc voilà, on fait face quand même à une grosse machine américaine en fait qui a les moyens d'aller peut-être plus vite que nous, mais aujourd'hui on n'est pas encore en retard, et donc c'est à nous de partir là maintenant donc dans ce créneau. Alors juste pour me présenter les collègues en fait qui sont impliqués dans ce PEPR, qui sont leaders de projets ciblés, puisqu'il y a 4 projets ciblés en fait, 2 spécifiques à la synthèse chimique, 1 spécifique à l'informatique et au séquençage, et 1 spécifique avec des utilisateurs finaux, donc aux expérimentations. Et donc voilà nos partenaires, nos expérimentateurs finaux, donc c'est l'INA, c'est le Parlement européen, la Bibliothèque nationale de France ou le Software Heritage. Donc on fera des expériences en fait in situ à grande échelle de stockage.
Vous avez Eden Microfluidic qui est là, si vous les connaissez déjà ou pas, allez les voir, ils travaillent sur... J'ai vu parler de microfluidique, là, c'est assez étonnant ce qu'ils font. Nos collègues de Microfluidic sont ce sont donc Anthony Génaud, donc qui est lui plutôt, c'est un laboratoire commun CNRS, Université de Tokyo, donc voilà, qui travaille spécialiste de ces domaines. Et donc, en fait, donc les principaux challenges en fait sont résumés dans ces quatre points. Faire de nouvelles chimies de synthèse, donc accélérer en fait la chimie de synthèse. Aujourd'hui, on peut dire qu'on écrit à peu près à 100 secondes pour un bit. Donc, grosso modo, une grosse minute pour écrire un bit. On veut accélérer d'un facteur 100 d'ici 2 à 3 ans, donc arriver à 1 seconde par bit. Ce qui veut dire qu'en parallélisant ça avec des systèmes de parallélisation sur étagère, on peut aller vers du mégabit par seconde, ce qui permettrait de stocker 1 gigaoctet en quelques heures. Donc on est loin de ce qui se fait sur le disque dur, mais c'est un grand pas en avant, je dirais, par rapport à ces technologies aujourd'hui de stockage sur ADN. Ce qu'il faut voir, c'est que si on n'accélère pas les chimies de synthèse, on n'arrivera pas à utiliser l'ADN comme support de stockage parce que la croissance de la donnée est beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait arriver à écrire, et donc ça ne servira à rien. Enfin, ce ne serait pas quelque chose de concurrentiel pour stocker la donnée. Donc ça, ce premier point de chimie est très important. Et évidemment, cela va de pair, donc tout ce qui est séquençage, donc arriver à séquencer des térabases de données. Donc là, on parle de séquençage de troisième génération, donc aller plus vite au séquençage et être plus fiable au niveau du séquençage. Et évidemment, tout ça, ça passe par construire des codes, alors nous on appelle ça des codes quaternaires dans le jargon. On n'est plus en base 2, mais on est en base 4. Ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas 0,1, mais c'est ATCG, donc pour les 4 bases de l'ADN. Donc construire ces codes qui sont efficaces, robustes au bruit, qui apparaîtront au niveau des chimies de synthèse et du séquençage, et pouvoir faciliter l'accès moléculaire, c'est-à-dire retrouver la donnée. Donc comment retrouver la donnée facilement dans une soupe de brins d'ADN, aller chercher les brins qui correspondent à la donnée qu'on veut stocker, qu'on veut extraire. Pardon. Wow. Et application, juste le dernier point, c'est le stockage, donc réalisation de stockage physique, donc là sur des tests un peu plus, je dirais, grande échelle, donc avec nos partenaires institutionnels. Et je voulais terminer donc juste ma présentation sur ce petit transparent. Ah oui. Ça, c'est en fait il y a 70 ans, donc peut-être vous connaissez donc le premier disque dur de l'histoire qui s'appelle le Ramac 350. Donc il y a un disque dur qui avait été produit par IBM. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce disque dur pesait 1 tonne. Alors, on voit une petite photo là, du disque dur, et il pouvait stocker 5 mégaoctets. Alors 5 mégaoctets, c'est l'équivalent, je dirais, d'une image 12 mégapixels que vous mettez sur votre téléphone aujourd'hui. Donc, sachant que vous en avez plusieurs milliers sur votre téléphone, donc il vous faudrait plusieurs milliers. Donc là, j'ai 10 000 tonnes là. Voilà, vous avez plusieurs milliers de tonnes exactement en main. Et à l'époque, c'était $10 000 de l'époque, donc de 1956, le mégaoctet. Donc aujourd'hui, je dirais, on est un peu dans cette configuration-là. On est à l'aube du stockage sur ADN. Alors on est un petit peu moins cher, malgré qu'on soit cher, on est moins cher quand même que ça. On pèse moins lourd, effectivement, mais on peut stocker beaucoup plus de données. Donc, mais grosso modo, on en est là. Je pense qu'on mettra moins de 70 ans pour aller vers des stockages réels, puisque aujourd'hui, les avancées technologiques sont beaucoup plus rapides. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil à l'histoire. C'est très impressionnant. On souhaite bonne chance au projet PEPR et vraiment un énorme merci pour cet éclairage qui... effectivement, ouvre une espèce de nouvelle étape d'approche, un peu à la frontière de la bio-inspiration, du biométisme, du biosourcing, avec ce que vous avez rappelé, Stéphane et Marc, sur le stockage, notamment le stockage sur ADN, mais aussi, merci Damien, sur l'architecture de tout ça, et penser aussi boucle locale entre calcul et mémoire. J'ai pas grand-chose à ajouter. Franchement, profitez de la présence de nos 3 super intervenants pour continuer la conversation avec eux. Et on va continuer sur de la haute performance, mais sportive, vous allez voir. Merci beaucoup à vous 3 et à bientôt.